Hello. So, We're here to hear about the wave of harassment in Sunhaven. It's true you've been accused of murder, but it turns out you've been manipulated. it's that nutcase's fault. Mr. Lockie. He tricked us all, you know. He's the one responsible, you see? After Megan's murder, you were on the run, tracking down this Mr. Lockie. Yeah, I didn't have any other options. Fuck, that hacker stole my life. So I had to find him. With the help of a detective friend. Exactly. Darnell Evans. Yes, Darnell was... I couldn't have done it alone. What we found is... crazy. Ce qui s'est passé à Sunhaven défiait les limites du piratage informatique, tant sur le plan technique que créatif. Derrière ces attaques se cachait avec vigilance un pseudo, Mr. Lockie. Son emprise se révéla localisée et éphémère. Son ombre se déploya sur un espace restreint de 7 jours, laissant derrière lui des cicatrices indélébiles. Jamais aucun hacker auparavant n'avait eu l'audace de plonger aussi profondément dans les eaux troubles de la perversion informatique. Voici l'histoire de ces attaques. Le lundi 3 octobre 2022, le corps de Megan Sanchez est retrouvé dans son jardin. Cet incident dramatique s'est produit à cause d'une dispute entre Megan et sa petite amie Riley qui, prise d'une rage excessive, s'est emparée d'une arme à feu et lui aurait tiré dans la tête. La contrevenante aurait quitté les lieux et aurait donné du fil barbelé à retordre aux forces de l'ordre. Finalement, au bout de plusieurs mois, elles réussissent à l'attraper. L'objet de cette sanglante altercation semblait banal, puisqu'il s'agissait d'un adultère. Megan aurait eu une relation suivie et régulière avec leurs voisins depuis quelques années, mais elle n'avait jamais trouvé le courage nécessaire pour rompre avec Riley. Cette dernière a été mise au courant sur WhatsApp par un expéditeur inconnu qui lui aurait envoyé pas moins de 30 captures d'écran issues des échanges de Megan et son amant. Cette divulgation aurait pu à elle seule expliquer son geste, mais Megan avait également reçu de son côté des conversations blessantes entre Riley et sa meilleure amie par le même expéditeur. Les messages faisaient référence à une période où Megan cherchait désespérément du travail. Riley aurait pu recommander Megan pour un poste dans son entreprise, mais la sachant peu rigoureuse, elle a préféré mentir en affirmant que sa société ne recrutait personne. Ces deux perfidies les auraient plongés dans un tourment, les éloignant de toute quiétude au point de se battre. Dès lors, Riley, en fuite, se rapprocha de son ami Darnell Evans, un détective spécialisé dans les nouvelles technologies, pour tenter de remonter la piste du coupable. Mais le numéro ne correspondait à aucun abonné. On pouvait lire 1313. Le plus troublant n'était pas son anonymat, mais les mystérieux messages qui ont précédé le drame. Le portable de Megan fut réquisitionné par la police et Darnell Evans avait eu le privilège d'y avoir accès. À la minute même où Morgan trépassa, le numéro 1313 envoya une curieuse image affichant un pentacle dont une des branches était rouge. En dessous, on pouvait lire 1/7. La lâcheté. Nous ne savions pas si ce visuel était un mème ou le début d'un jeu auquel un petit malin talentueux dans le hacking voulait nous emmener. Malheureusement, ce n'était pas un jeu, mais le début d'une exécution massive. Parfois, il ne suffit pas de tuer pour anéantir une vie. Mourir,
c'est se détacher de la douleur. Quel intérêt pour un sadique de vous tuer s'il veut vous voir souffrir ? Le lendemain de la mort de Megan Sanchez, une seconde victime de hacking se manifesta. Il s'agissait d'une dénommée Carmen Chavez, à qui le service pour l'enfance aurait de façon expéditive retiré sa fille Valentina pour maltraitance. Selon ses dires, cette accusation était insensée et grotesque. Mais les autorités auraient reçu de nombreuses preuves l'incriminant, elle et son mari. Avant cela, il y a quelques semaines, Twitter et Facebook diffusaient des appels à la dénonciation au sujet de violences sur Valentina, tout accompagné de photos compromettantes a priori dérobées sur le portable de Carmen. Tout le comté s'était relayé pour partager l'information, créant un boycott contre les Chavez. Après les photos, des captures de courriel stipulaient que cette famille était prête à louer leur fille à des dépravés avides de candeur juvénile. Puis s'ensuivirent des documents médicaux attestant de certaines blessures. Tout ceci était absolument faux. Ce hacker a également de grandes compétences techniques dans l'art de traiter les images pour leur faire raconter ce qu'il veut. Nous avons récupéré 3 faux comptes Twitter alimentés régulièrement pendant 1 an pour que l'on croie qu'il y ait de vraies personnes derrière avec une vraie vie. Il faut vraiment être tordu pour passer autant de temps à vivre des vies qui n'existent pas afin de parfaire un plan visant à nuire. Puis, une image a été postée sur le fil de chacun d'entre eux, présentant le même pentagramme que la veille, avec une seconde branche rouge accompagnée d'un second nouveau péché capital. La veulerie. Cette famille, n'ayant eu aucune preuve à fournir pour se défendre, a dû attendre de nombreuses semaines avant que les résultats de l'enquête puissent déterminer si la petite Valentina pouvait retrouver ses parents. 2 jours, 2 signatures. Sachant qu'il existe 7 nouveaux péchés capitaux, et il y avait de fortes chances que ce pirate de l'informatique nourrissait l'ambition de dénoncer une nouvelle personne chaque jour de la semaine. La prochaine cible se retrouvera impliquée dans une affaire bien plus grave, suggérant que les motivations de ce hacker dépassaient largement les querelles de voisinage. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, le département de la protection de l'environnement de l'État de Floride et la commission de protection de l'environnement du comté ont tous reçu un .zip à télécharger qui contenait des preuves incriminant la mère de Sunhaven, Mira Sharma. Les documents qu'il contenait étaient accablants et exposaient des pratiques plus qu'inconscientes en matière de contrôles environnementaux. On y a trouvé des copies de fichiers Word et PowerPoint, son historique de navigation, des notes, des photos, des mails et même des vocaux Messenger. Après une enquête approfondie, plus physique, les autorités ont découvert des documents compromettants qui attestaient de la complicité de Mira Sharma dans la réduction des contrôles environnementaux de la ville. Elle fut poursuivie en justice pour corruption et négligence dans ses fonctions. Après un procès largement médiatisé, Mira Sharma est jugée coupable. Elle est démise de ses fonctions et condamnée à une peine de 3 ans de prison avec sursis. Cette attaque nous a fait basculer sur un tout autre niveau. On émettait beaucoup de difficultés à suivre le fil dès lors qu'un nouveau méfait apparaissait chaque jour. Les équipes n'avaient pas le temps de faire le lien entre les victimes. En revanche, ils se sont vite orientés de façon à identifier au plus vite le mis en cause, un hacker sans doute tapi dans les tréfonds du dark web. Chaque IP recueilli pour tenter de localiser ses connexions pointait vers plus de 24 pays différents. Il utilisait plusieurs VPN. La tâche allait être très ardue. Cependant, nous avons trouvé sa signature dans un des fichiers envoyés aux organismes environnementaux dans une slide PowerPoint. C'était le péché de l'égoïsme. Mais un des enquêteurs s'est aperçu qu'une image était reniée. En élargissant le cadre, il découvrit un message dans une langue inconnue indéchiffrable, mais un pseudo ponctuait ce dialecte, Mr. Lucky. Malheureusement, ce pseudo n'existait ni sur Instagram ou Twitter, mais sur Facebook. Un compte actif depuis 2 ans, sans aucun ami, obscur, avec du contenu douteux à caractère très macabre. Cet aspect va ajouter à cette déferlante un caractère particulièrement malsain,
notamment auprès d'une jeune institutrice qui subira un véritable attentat virtuel d'une ampleur inégalée, déployant toute la puissance créative de ce Mr. Loki. Tandis que les inspecteurs œuvraient à dénicher Mr. Loki, ce fut au tour de Maya Khan d'être sacrifiée en place publique. Eh bien, je suis enseignante et j'ai eu peur. C'est vrai, j'ai fait de mauvais choix par amour, comme beaucoup de gens. Mais je suis quelqu'un d'inoffensif, même doux, et plutôt très apprécié des élèves. Je ne me suis à aucun moment imaginé que j'allais apparaître dans plus de 300 téléphones. À la fin des cours, tandis que les enfants rentrèrent chez eux, tous les portables se sont mis à signaler des nouveaux messages. Mon numéro s'affichait comme expéditeur. J'aurais envoyé 3 clichés d'une horreur absolue, suivis de ceux visuels dont tout le monde parlait en ville, celui du 4e péché capital, la mauvaise foi. Ces photos me présentaient dans mon plus simple appareil en train de pratiquer de façon explicite des actes sexuels avec un cadavre de chien. Il n'eut pas que les élèves à avoir été frappés par cette vicieuse agression visuelle dont l'ignominie devançait toute raison. Tous les parents ont également eu l'occasion de les recevoir, ce qui a provoqué un véritable scandale. Pour apaiser des tensions qui devenaient de plus en plus virulentes, le département de l'éducation de l'État de Floride a décidé de radier de façon temporaire Maya, le temps que les inspecteurs fassent la lumière sur cette attaque. Ils ont décidé de scinder leurs investigations. Une partie était assignée à découvrir l'identité du hacker et la seconde à trouver le lien entre les victimes. Il s'est avéré, après avoir remonté en profondeur l'historique du portable de Megan Sanchez, que le numéro de Carmen Chavez a été enregistré dans son répertoire il y a 2 ans de cela. Mais il a été très vite supprimé. Pourquoi ? Il s'est avéré que Megan devait remplacer Carmen au poste de technicienne de surface d'une société qui a beaucoup créé de controverses, Genexus. Je suis Matthew Carter, le mari de Maya, et j'étais également le directeur technique de Genexus, une entreprise de pointe dans le domaine de la génétique et des biotechnologies. Nous utilisions une technologie très controversée qui permettait le séquençage de l'ADN et la manipulation du génome. Le but de Genexus était de révolutionner le traitement des maladies génétiques en développant des thérapies qui ciblent les causes sous-jacentes de certaines maladies, ouvrant ainsi la voie à des guérisons plus efficaces et durables. Ce vendredi-là, je me suis fait prendre à partie par 2 de mes collaborateurs, visiblement furieux. Une violente altercation eut lieu entre nous 3. L'un de mes subordonnés a saisi mon ordinateur et m'a donné un coup tel que je suis tombé dans les escaliers et me suis brisé la colonne vertébrale. Tandis qu'une ambulance l'emmenait à l'hôpital, les collaborateurs possédés par une colère inexplicable furent appréhendés par la police. Tout le monde se demanda chez Genexus ce que Matthew avait pu faire ou dire pour mériter un tel châtiment. Les enquêteurs ont découvert qu'il était connu pour être un manager particulièrement exécrable. Je me rappelle les avoir quittés, surtout à cause de Matthew et de son comportement très déplacé. Il était vraiment tyrannique. Cette fois-ci, il aurait envoyé à ses 2 collaborateurs par mail des tâches supplémentaires et urgentes à effectuer en dehors des heures de travail, les obligeant à travailler toute la nuit ou presque. Cette explication donnerait du sens à la querelle, mais était-ce suffisant pour justifier un tel degré de colère ? À la lecture des entretiens psychiatriques effectués sur les accusés, ils souffriraient tous 2 de troubles de stress post-traumatiques. Ces conditions peuvent être déclenchées par des stress extrêmes ou des perturbations du sommeil, et c'est exactement ce qu'ils avaient vécu. Sans aucune explication, durant plusieurs jours et de façon constante, ils subirent des manifestations liées à leur appareil connecté. Comme des alarmes provenant de leur système de sécurité domestique qui s'enclenchaient toujours lors des phases de sommeil profond, générant des insomnies. Un thermostat bloqué, sur une température anormalement élevée, des modifications arbitraires de leurs enceintes paramétrant le volume au maximum sans possibilité de le diminuer, s'ensuivirent des appels silencieux constants et SMS intempestifs à caractère sexuel. Leur boîte mail était infestée de messages où il était question de rejet de paiement, de résultats d'analyse médicale porteuses de mauvaises nouvelles ou de canulars morbides.
Tous ces éléments cumulés régissaient un stress tel qu'il ne manquait plus qu'un déclencheur pour que tout explose. Matthew était tristement connu pour être capable d'imposer du travail supplémentaire sous menace de licenciement. Mais le mail à l'origine de cette bagarre ne fut pas de son fait. Il ne l'avait jamais rédigé, ni même envoyé. Mr. Loki, une fois de plus, avait pris le contrôle de tous les appareils connectés de ce trio pour orchestrer une ingénieuse et vicieuse manipulation des nerfs. Nous sommes au 5e jour de ces attaques, et il apparaissait navrant que personne n'ait été en mesure de fournir ne serait-ce qu'une suspicion, une piste ou un indice. Ou plutôt disons que Matthew Carter n'a pas eu le temps de raconter aux forces de l'ordre l'étrange événement qui s'est produit tout juste avant son altercation dans la salle à côté de son bureau. Quelque chose d'effrayant s'était produit lors d'une réunion en visio et voici la vidéo. I thought it's just not going to work. We need to be thorough in our procedures. No more deviations. Yes, here we go. Why define this chain to grow? I hope you are all paying attention. Qui était cet étrange invité qui s'était permis de s'introduire dans leurs échanges, de couper leurs caméras une à une, tout en attribuant à chaque collaborateur l'adjectif caractérisant leurs péchés principaux? Était-ce Mr. Loki? Avait-il décidé de sortir de l'ombre? En parallèle de cette manifestation, les enquêteurs chargés de le localiser virent enfin la chance leur sourire. Pour autant, malgré la manifestation de sa toute-puissance, Loki avait enfin négligé sa sécurité. Un très court instant, on a pu intercepter une faille, une fuite DNS révélant une adresse IP qui pointait vers un lieu situé à quelques kilomètres de Sunhaven. C'était peut-être son repère, alors on est parti à cette adresse. Sur place, ils découvrirent une maison insalubre, presque abandonnée. Ils entrèrent avec la plus grande des discrétions. Peu de lumière fonctionnait. Une petite musique de vieux dessins animés se diffusait à l'étage. Il y avait donc quelqu'un. La cuisine était très sale et habitée par des mouches ravies de terminer les restes de plats cuisinés surgelés. Quelqu'un vivait bien ici et il était sans doute à l'étage. Mais lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils tombèrent nez à nez avec un très vieil ordinateur. Il était complètement vide, comme s'il avait subi un formatage. Mais, à bien y regarder, il n'était pas dépourvu de toute donnée. Il y avait un fichier image au format bitmap. Il s'agissait de sa signature, le péché de la cruauté. Tout indiquait à croire que Mr. Loki logeait ici avant de saisir l'ampleur de son erreur et de quitter les lieux. Est-ce que sa fuite aurait retardé son plan du lendemain? Nous pouvions nous autoriser à penser que oui. Mais, bien au contraire, la manifestation du 6e péché capital, la suffisance, avait déjà commencé. Et elle était terrifiante. Austin Davis, le PDG de Genexus, a toujours été ce qu'on appelait un prodige. Doté d'un talent exceptionnel, à la clôture de ses études, il ne tarda pas à attirer l'attention d'investisseurs prêts à s'engager pour le développement de sa société Genexus. Comme bien des chefs d'entreprise, il était connu pour être particulièrement arrogant avec ses employés, orgueilleux avec ceux et celles qui lui tenaient tête et avait une vision condescendante de l'humanité. Ce que son environnement ne savait pas, c'est que Austin souffrait de troubles bipolaires de type 1, avec des épisodes psychotiques. Cependant, il bénéficiait d'un traitement pointu qui lui assurait une certaine stabilité mentale. Mais tout bascula la veille lorsque les investisseurs et autres décisionnaires congédièrent Austin pour des raisons encore floues. On l'avait démis de ses fonctions pour installer Matthew comme son successeur. Austin, n'étant pas dupe quant à la nature cruelle de son binôme à l'époque, savait que Matthew avait sans doute élaboré un stratagème afin de le destituer. Mais ce coup de poignard lui fit perdre la tête. Genexus était son rêve, son enfant. Si l'on lui enlevait, les conséquences seraient terribles et il était hors de question qu'il n'entraîne pas les autres dans sa chute. Samedi, en totale perdition mentale, il envoya un SMS à tous les investisseurs et un communiqué de presse
annonçant qu'il projetait de lâcher dans la nature un des nombreux virus créés par Genexus. Un d'eux connaissait la pathologie d'Austin et, prenant cette menace très au sérieux, dépêcha le CDC et l'EPA pour procéder à un désarmement et une décontamination du laboratoire. Une équipe formée pour gérer les risques biologiques a pu s'introduire dans les locaux de Genexus à pas feutrés. Ils trouvèrent Austin totalement en proie à une crise de paranoïa aiguë et dévastatrice. Il avait extrait le virus du cryocongélateur et s'apprêtait à le répandre en dehors des locaux. Armée, l'équipe du CDC fut obligée de le neutraliser. Austin s'écroula au sol, inerte. Arrivée à temps, elle venait d'éviter une contamination d'une ampleur catastrophique. Dès lors, le péché capital apparut sur la page LinkedIn de Genexus. Mais si Matthew Carter est à l'origine de la perte de lucidité de son patron, quel a été le rôle de Mr. Loki ? Bien qu'il ne soit pas à l'origine du drame, le hacker avait pénétré le téléphone d'Austin et altéré l'application qui supervisait son traitement, l'incitant à ingérer des doses si immodérées qu'il ne pouvait qu'être emporté par la démence. Mais cette épopée s'arrêtera le lendemain matin, dans des circonstances très étonnantes. Toute cette saga trouvera son dénouement lors de la publication du 7e péché capital, le fanatisme, sur la propre page Facebook de Mr. Loki. Cette divulgation serait l'ultime clé permettant aux enquêteurs d'assembler les pièces du puzzle et de comprendre enfin le mobile derrière ce harcèlement implacable. Mr. Loki avouerait d'une certaine manière son obsession, sans doute celle de punir ou de se venger. Mais pourquoi lui ? Puis Austin Davis, Matthew Carter, Maya Khan, Mira Sharma, Carmen Chavez et Megan Sanchez. Lors de son dernier post, Loki a publié une image qui, une fois enregistrée sur notre poste, faisait apparaître un nom de fichier qui d'apparence ne voulait rien dire. Or, cette suite de chiffres divulguait plusieurs informations capitales pour l'enquête. Tout d'abord, Loki nous offrait une adresse GPS qui nous orientait vers une route de forêt non loin de Sunhaven. La suite nous donne une date, le jeudi 3 octobre 2019, un horaire, 19h42 et un numéro de téléphone qui, en 2019, appartenait à Megan Sanchez. En croisant les données, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un grave accident de voiture à cette date et à cette heure précise. Dans le véhicule se trouvaient 2 parents et leur fils de 17 ans, un certain Connor Wallace. Le père aurait perdu le contrôle et heurté un arbre, endommageant le réservoir et causant une fuite. Les étincelles des parties métalliques auraient ensuite déclenché une explosion qui aurait tué le couple. Le jeune Connor réussit avec difficulté à s'extirper du véhicule, mais les blessures furent terribles. On l'emmena à l'hôpital au service des grands brûlés. Les dommages causés par les lésions ont nécessité plusieurs greffes de la peau. Difforme, il est accueilli par sa grand-mère où son existence se résumait à l'ombre de sa chambre, éclairée seulement par l'éclat de son écran et de son désir de vengeance. Il se jeta dans les profondeurs les plus obscures des forums du Dark Web pour suivre des formations clandestines sur le hacking. Le but était de retrouver la coupable, une conductrice brune dans une Ford Focus grise, ne se rendant pas compte qu'en déviant de sa trajectoire, elle avait forcé son père à l'esquiver. Cela ne serait pas arrivé si elle ne textotait pas au volant. Oui, il se rappelait d'elle. Grâce à la technique du spoofing, il put accéder au traçage des téléphones portables et put consulter l'historique des signaux émis à l'endroit précis de l'accident. C'est de cette manière qu'il put identifier Megan Sanchez. Par la suite, il lui fut aisé d'identifier son entourage et de pirater l'ensemble de leurs comptes mail, réseaux sociaux et téléphones, révélant ainsi un authentique adultère dans le dessein d'orchestrer un drame imminent. Mais il ne s'arrêta pas là. Megan n'aurait pas causé cet accident si elle n'était pas au téléphone. Ces textos révélaient un échange mouvementé avec Carmen Chavez, la mère dont on avait arraché l'enfant. Carmen était l'ancienne femme de ménage de Genexus. Spécialisée dans le tri minutieux des déchets biologiques, elle ressentit une profonde appréhension lorsque Matthew Carter, agissant sous des directives municipales obscures, lui demanda de procéder à son travail avec moins de diligence. Ces protestations incessantes poussèrent Genexus à se séparer d'elle. Accablée, Carmen décida en guise d'adieu de divulguer des informations confidentielles de la société à des concurrents. Se sachant remplacée, elle réussit à obtenir le numéro de téléphone de sa remplaçante qui n'est autre que
Megan Sanchez, pour la dissuader d'accepter ce poste à risque avec une insistance démesurée. Consciente qu'elle conduisait, elle persista malgré tout à l'inonder de SMS, perturbant bien évidemment sa concentration et causant l'accident. Aux yeux de Loki, elle était tout autant responsable de son chaos et donc par extension devait subir elle aussi un châtiment. Mais Carmen n'aurait pas agi ainsi si la mairie n'avait pas imposé ce dangereux laxisme. En remontant la piste jusqu'au dossier de la maire de la ville, Mira Sharma, il tomba sur des fichiers compromettants qui ont pu attester de sa culpabilité. Mais Mira Sharma n'aurait sans doute pas agi de la sorte si elle n'avait pas reçu des pots de vin de cette Maya Khan, femme de Matthew Carter. Maya seule n'avait aucun intérêt à s'intéresser à la gestion des déchets d'une société dont elle n'était pas embauchée. En revanche, il apparaissait évident qu'elle servait de couverture pour dissimuler les véritables intentions de son mari, qui avait tout intérêt à ce que son patron se fasse évincer pour lui prendre sa place. Une fois l'imposture révélée, Loki céda à son esprit inventif en prenant plaisir à manipuler les employés de Genexus comme des pantins, les plongeant dans la folie. Mais de nouveau, sans doute que Matthew ne se serait pas comporté comme tel si son patron, Austin Davis, avait choisi d'adopter une attitude plus noble et respectueuse. Son caractère hautain a eu des répercussions sur son binôme, dont le terreau cruel a été nourri par cette suffisance. Il savait quand il allait être évincé par les investisseurs et put donc orchestrer un final à la hauteur de sa haine. En pénétrant ces données, Loki avait découvert la faille idéale grâce à sa condition médicale, lui accordant ainsi le loisir d'explorer les conséquences de son traitement. C'était une façon spectaculaire de l'éradiquer. Tous les 6 étaient responsables de la mort de ses parents et de l'extinction de sa vie. Dans l'impossibilité d'exécuter des représailles à la hauteur de son mal-être, il n'eut comme solution que de mêler l'isolement et son intelligence. Conscient de sa furie, malgré une ingéniosité hors norme, il était conscient que lui aussi s'inscrivait dans les nouveaux péchés capitaux. À écouter ses pulsions malsaines, ses bas instincts l'ont conduit finalement à devenir aussi malveillant que les personnes qu'il traquait. Mr. Loki n'a jamais été localisé et disparu aussi vite qu'il était venu. Cette histoire révèle les insoupçonnables conséquences de l'effet papillon dont un changement minime dans une situation donnée peut provoquer des effets imprévisibles et significatifs ailleurs. Loki se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, face à de mauvaises personnes qui ont provoqué le mauvais rancunier. Il suffisait d'une fois. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt sur Made in Dark. They always, always pick